Ça va Thierry? Très bien. Depuis tout à l'heure? Alors, il y a quelques années, je ne sais pas s'il faut déflorer, mais vous faisiez votre service militaire. Vous avez de la chance, moi, Jacques Chirac m'a privé de ce droit. Je le regrette encore, hein. Alors, vous étiez en Nouvelle-Calédonie et là, vous êtes dit, je ne vais pas rentrer tout de suite parce que ces paysages sont trop beaux. C'est ça, non? Oui, c'est vraiment ça. Et quand vous faites votre service dans la marine, vous êtes obligé de débarquer à Paris, puisque c'est à Paris que l'armée vous donne votre envol pour différentes destinations. Et là, j'ai négocié avec le commandant pour pouvoir être débarqué à Nouméa, pour pouvoir partir et rester dans le Pacifique Sud. Et alors, vous restez dans le Pacifique Sud, vous allez en Australie, et c'est là où vous avez votre première expérience, comme le dit ce titre très poétique, de chef d'orchestre de la nature. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, en fait, réellement, c'est la Nouvelle-Zélande qui a été ma première terre, j'allais dire, de plantation et de découverte. La Nouvelle-Zélande, bien sûr, c'est un site. Je rappelle que premiers parcs nationaux dans le monde ont été créés en Nouvelle-Zélande à la fin du 19e siècle. Et donc, il y avait une prise de conscience très, très tôt dans ces territoires qui étaient formés par finalement des migrants qui, au milieu du 19e siècle, sont arrivés de toute l'Europe et sont arrivés souvent avec des choses très symboliques, des arbres. Je vivais dans la ville de Christchurch, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, et qui était composée autour d'un jardin botanique où finalement chacun est arrivé avec une bouture de son pays et a vécu. Malheureusement, Christchurch, ces dernières années, a subi de terribles tremblements de terre, avec même une liquéfaction de la ville. Et donc, la ville est à moitié désertée, mais c'est une ville exceptionnelle au sud, exactement aux antipodes de la France. Alors, c'est magnifique. Pour ceux qui visualisent mal la Nouvelle-Zélande, c'est là qu'a été tourné Le Seigneur des Anneaux. Ça, je sais qu'en général, ça parle le plus. Vous avez mis en exergue une phrase de Michel Serres, mais qui est un tout petit peu petite à l'écran, peut-être pour ceux qui sont au fond. En gros, quel était le message de l'auteur de La Petite Poucette? Le message dans son livre Habité, c'était qu'il était plus que temps de renouer avec cette nature que nous avions détruite, cette nature qui n'apparaissait plus dans la composition urbaine, ces tours et ces paysages, j'allais dire, minables, qui sont de véritables peaux de chagrin dans la ville, et qu'il était plus que temps, pour des tas de raisons, pour des raisons sanitaires, pour des raisons évidentes. On voit que les enfants sont très sensibles aux pollutions diverses, que nos villes sont très protégées, mais moi qui travaille dans les villes du Sud, on s'aperçoit que l'érosion affecte considérablement les territoires de ces villes. Et Michel Serres le rappelle en disant il est temps de se rappeler que nous venions de la forêt et que cette forêt n'aurait jamais dû quitter finalement nos villes, un peu à l'exemple de ce que j'ai découvert en Australie. Et les architectures australiennes sont vraiment balancées dans les eucalyptus. Elles fonctionnent avec une légèreté incroyable tout autour de Sydney ou des autres villes. Vous apercevez que c'est un nouvel urbanisme qui apparaît et qui est en train véritablement d'inspirer nos architectes urbanistes, et cette lettre de Michel Serres le rappelle. Alors Thierry, est-ce que vous pouvez nous faire balader, faire une petite promenade mondiale? Donc là, c'est un petit peu partout où vous avez, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, parce que l'expression coutumière, c'est sévi, mais vous, c'est plutôt verdi. Semé, plutôt semé. Semé, parfait. Je dirais plutôt à l'Est, hein, quand même. Aux États-Unis, vous n'avez pas encore complètement... Non, c'est impossible de travailler aux États-Unis. Ils sont complètement... ils nous empêchent véritablement d'avoir une action. Nous, en tant qu'architectes paysagistes, c'est complètement bloqué, verrouillé. Et par contre, les autres territoires dans le monde sont assez grands pour pouvoir s'exprimer et surtout pour répondre aux demandes. Nous sommes très peu de paysagistes français à avoir décidé de nous exporter. Et en 1985, lorsque j'ai créé mon entreprise Interscène, finalement j'ai obtenu un prix de la BRED qui était le prix basé sur exporter la France par ses paysages. Ce prix m'avait permis de lancer la société et de commencer une première implantation en Arabie Saoudite. Pourquoi en Arabie Saoudite? Parce que le roi à l'époque voulait sédentariser tous ses fonctionnaires qui étaient des nomades. Alors il n'arrivait jamais à trouver le chef de la police, qui n'était jamais au bon endroit. Et donc à un moment il a dit ça suffit, crée-moi une ville et il faut que cette ville soit un jardin.
je veux que cette ville... Alors en fait, c'était le prince Abdallah qui est aujourd'hui le roi, et le prince Abdallah était botaniste. Sa passion première, c'était la botanique. Et donc, il m'a donné carte blanche, et il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, donc j'ai dessiné jour et nuit sur des draps de lit qu'on ne coupait même pas à la photocopieuse, puisque finalement, la ville était énorme et qu'il fallait la créer. Et 6 mois après la création de la ville, les oiseaux revenaient dans la ville, les oiseaux s'installaient, la végétation prenait. Et nous avions utilisé le sol des anciens fleuves qui étaient bien sûr totalement asséchés et les plantes trouvées dans tous les oasis de l'Arabie qui sont extrêmement riches. Alors je sais qu'on est à l'heure de la sieste, mais vous ne rêvez pas. Hein. Ce n'est pas une fable un peu onirique où il vous explique qu'il a vraiment reverdi des villes. C'est vraiment ce qu'il fait au quotidien depuis 30 ans. Est-ce qu'on peut peut-être voir quelques villes? Je ne sais pas si on va aller à Beyrouth ou, voilà, ou plus près de chez nous. Toutes ces villes qui s'affichent à travers le monde. Alors, mon originalité, c'est de travailler sur le grand territoire, d'avoir une vision globale entre environnement, paysage et urbanisme, voire même architecture, parce que tous ces sujets m'intéressent et tous ces sujets sont extrêmement liés. Toutes ces villes ont des caractéristiques très différentes, mais je me suis aperçu par vraiment des travaux auprès de la plupart de ces grands territoires, c'est que finalement, il y avait un lien qui nous réunissait toujours au végétal. Soit ces villes avaient véritablement une histoire basée sur l'économie de la plante, c'est le cas de Beyrouth, Beyrouth parcouru par, je dirais, les caravanes qui transportaient les épices, qui emmenaient la soie vers d'autres territoires. Mais Beyrouth aussi, qui avait un lien très étroit avec la ville de Lyon. Lyon commerçait la soie à travers des magnaneries qui se trouvaient finalement à Beyrouth. Et donc, j'ai gagné ce concours assez incroyable à Beyrouth en 1992. Celui qui a lancé le concours ne devait pas vraiment connaître l'échelle de sa ville, puisqu'il a confié à un seul paysagiste la totalité de Beyrouth. Et donc, je me suis retrouvé d'un seul coup à la tête d'un chantier colossal. C'est comme si vous demandiez à un paysagiste aujourd'hui de refaire l'île, en fait, de repaysager l'île de A à Z. Et comme la ville avait été détruite... Si on vous le dit demain, vous dites d'accord ou... D'accord, bien. Okay, Moi, je l'ai dit à l'âge de 30 ans, donc je peux le dire aujourd'hui. Mais Beyrouth, c'était une ville détruite à 70%. Une génération entière n'avait pas connu Beyrouth. Et donc, il m'a semblé que la réponse à ce concours international passait par la mémoire des lieux, de réapprendre finalement à comprendre ce que pouvait être une telle ville dans le passé. Et donc, j'ai écrit un très long texte sur Beyrouth, et j'ai raconté surtout 2000 ans de l'histoire des hommes et des plantes à Beyrouth. Et Lamartine rappelait que c'était vraiment probablement une des premières villes vertes et fleuries dans le monde. Tous les romantiques ont travaillé, bien sûr, sur Beyrouth. Là, vous voyez des images avant-après, pendant la destruction. La ville a entièrement brûlé plusieurs fois. Et puis, j'ai proposé d'installer des pépinières sur les terrains qui n'étaient pas encore commercialisés. Et ces pépinières devaient rester 2 ans. Et finalement, elles sont restées 15 ans. Et à partir de là, on a commencé à retrouver l'histoire. Et la société de promotion immobilière, qui s'appelle Solidaire, son nom indique d'autres choses que ce que l'on pense, finalement, elle m'a dit, écoutez, on va caler notre scénario d'image de marque de la ville sur l'archéologie d'un côté et le végétal de l'autre. Et donc là, par exemple, j'étais un des premiers à proposer que les sites archéologiques que nous avions découverts avec une dizaine d'universités présentes dans le monde, pouvaient devenir de véritables espaces publics. La notion d'espace public n'existait pas au Moyen-Orient. Et donc, ce premier jardin qui date du 1er siècle, ces fouilles qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, ont été transformées d'une manière très symbolique en premier square public. Et aujourd'hui, ce jardin, il est composé d'essences que les Romains pouvaient avoir utilisées à l'époque, l'essence qui permettait de mettre les humains en relation avec les dieux, comme le cyprès, mais aussi les essences dans les bains, comme la rose ou le jasmin. Et donc, toute cette thématique qui, d'un seul coup, apparaissait aux uns et aux autres, et les politiques l'avaient très bien compris, devenait une arme, devenait non pas une arme de guerre, mais une arme du cœur, c'est-à-dire celle qui permettait de réunir, de réconcilier, parce qu'il y a un vrai problème à Beyrouth, c'est la réconciliation. C'est quelque chose qui vraiment les ronge. Comment réunir toutes ces factions? Et voilà, d'autres sujets. Tananarive, le sujet du végétal est très différent.
Avec la région Île-de-France, j'ai proposé vraiment qu'au lieu de faire des grandes autoroutes comme le proposait la Banque mondiale et des shopping centers un petit peu partout, parce qu'ils ne bougent pas tant qu'on ne paye pas 20 km d'autoroute, on a créé la Banque des villes. Et la Banque des villes, eh bien, on a proposé que les rizières soient maintenues, que les plantations sont faites pour éviter qu'au moment des inondations, effectivement, la ville se trouve noyée. Et donc, le grand plan qui couvre 85 km², finalement, c'est à la fois la protection, la valorisation des rizières, éviter que les eaux des orages ne viennent inonder les quartiers bas, comme c'était le cas avant, avec des dizaines de morts à chaque orage. Et donc, ce grand plan vert est aujourd'hui adopté à l'unanimité par tous les gouvernements, et vous savez qu'ils se succèdent malheureusement dans ce pays qui souffre. Je rappelle qu'il ne reste plus que 7% de la forêt primaire qui couvrait il y a encore 30 ans 70% de la surface de ce territoire. Et donc c'est un véritable drame de l'érosion, drame aussi vis-à-vis des écoles qui ne se nourrissent pas. Et donc j'ai proposé un potager par école, et la région Île-de-France, qui est très discrète sur ces sujets-là, malheureusement, ne communique pas beaucoup pour des tas de raisons politiques. Mais là, comme ils ne sont pas présents, on peut le dire, elles font un travail remarquable dans ce qu'on appelle la coopération décentralisée, et m'a demandé effectivement de mettre en œuvre une véritable politique de plantation, de replantation, et maintenant les enfants ont 2 repas par jour au lieu du seul repas que la famille. Et même pendant les vacances, les maîtresses d'école ont organisé un tour de garde avec les parents pour entretenir les micro-potagers. Ici, c'est l'avenue de l'Indépendance qui est l'image de marque, une sorte de Champs-Élysées, où en fait l'idée c'est de valoriser cette flore exceptionnelle qui finalement, cette flore a été répartie dans le monde entier. Vous connaissez tous, pour avoir voyagé sous les tropiques, les flamboyants. Bien, on oublie qu'ils sont originaires de Madagascar. Comme 80% des baobabs dans le monde, il y a 7 variétés à Madagascar et 2 ou 3 seulement en Afrique. L'ensemble de ces végétaux, finalement, révèlent non seulement un besoin évident de planter, mais surtout le fait que les gens se sentent rassurés. Pour Madagascar, c'était aussi un signe de dignité. Le peuple n'osait plus sortir devant ces rues dégradées, devant les viols, devant toutes sortes d'agressions que connaissait la ville. Le végétal, d'un seul coup, est venu changer la donne quartier par quartier, effet par effet, mètre carré par mètre carré. C'est la même chose sur d'autres territoires. Ici, à Hanoï, le grand plan vert au Vietnam, c'est pareil. Voilà, c'est à la fois la protection du patrimoine. Les agronomes français au XIXe siècle avaient testé tous les grands arbres qui pouvaient tenir au typhon, et là on a complètement repris le modèle, travaillé à la demande des Vietnamiens qui nous ont dit, vous savez, ce n'est pas une question de colonisation, on a besoin, nous avons tous été formés par des professeurs français, mais toutes les architectures ont été construites par des Vietnamiens, à l'exception des grands bâtiments publics. On a besoin que vous nous donniez un avis, on a besoin que la ville retrouve cette verdure qui n'aurait jamais dû quitter, parce qu'effectivement, le climat est un vrai problème. Le climat qui conditionne la totalité des risques dans ces régions-là. Ici à Dalat, pour fêter les 120 ans de la ville de Dalat, vous savez, cette ville créée par le pasteurien, on parlait de médecine tout à l'heure, Alexandre Yersin a créé cette ville à la demande de Paul Doumer. Et cette ville, aujourd'hui, me l'ont confiée pour les 30 prochaines années, en disant, écoutez, qu'est-ce que vous proposez pour sauvegarder le modèle? Et cette ville est la première ville qui, à la fois, ville horticole, qui alimente tout le pays. Alors, la plante vedette, vous ne la devinerez pas, à Dalat, à 1500 mètres d'altitude, sur cette montagne proche du Laos, c'est l'artichaut. L'artichaut sous toutes ses formes, parce que c'est le même climat que la Bretagne. Petit hommage à Aude, voilà, de sa région d'origine. L'artichaut aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'ils en font de tout, des tisanes, des médecines, du pollen. Donc une plante vedette peut devenir un symbole de toute une région, voire même d'un pays, puisque aujourd'hui, Dalat exporte dans tout l'hémisphère austral. Et la ville, c'est aussi se dote d'infrastructures. Elle a l'ambition d'accueillir 10 millions de touristes parce qu'il y a une sorte de légende et de tradition. Tous les jeunes mariés doivent passer une fois à Dalat. C'est la ville des amoureux. Mais on pourrait des heures et des heures parler.
tour de la Terre avec vous. Bien sûr, parce que et ces moi, questions j'aimerais, de verdure et de végétation sont essentielles à notre survie. Mais dites-moi juste, est-ce que ce que vous faites à l'étranger, c'est possible de le faire aussi en France? Puisqu'on parlait de Lille. Est-ce que parfois vous investissez certaines villes françaises? Oui, là vous en avez quelques-unes. Village Nature, grand programme, qui est une première écopolis touristique à vocation touristique à Marne-la-Vallée. L'objectif, c'est de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les 25% de touristes qui fréquentent ce lieu, et autrement que par les grands hôtels. Là, ici, eh bien, c'est le travail de la ferme, c'est le travail de la collecte, c'est le travail de l'écodiversité et de la biodiversité. C'est cette occasion qui est donnée de vivre à la fois dans des appartements, des jardins suspendus, à travers une ville contemporaine qui devient un quartier de ville vraiment à part entière. Et les architectures qui vont autour, qui sont dessinées par des architectes de talent, à l'intérieur de ces espaces-là, sont de véritables prouesses architecturales et végétales. Et je pense que de très nombreuses villes, si vous voyez apparaître à Milan les tours forêts qui sont en train de marquer, Patrick Blanc qui travaille un petit peu partout dans le monde au niveau des façades végétales, viennent compléter tous ces dispositifs. J'étais un des premiers à changer la règle urbaine à Paris, dans le quartier Paris-Seine-Rive-Gauche, en permettant les toitures végétales, les façades végétales, il y a déjà 15 ans. Ici à Angers, et je crois que vous êtes originaire d'Angers, eh bien on a créé un véritable système de parc à partir d'un maillon manquant qui était un outil de développement à l'échelle de notre savoir-faire français, c'est-à-dire les plantes. Ici, nous sommes sur des unités incroyables de producteurs français qui produisent partout dans le monde, qui exportent en Hollande, et la plupart des plantes que vous achetez viennent de Hollande, mais sont produites à Angers. Et les quartiers que nous proposons sont des véritables quartiers qui permettent de prévenir les risques à la fois de poussière, d'humidité excessive, etc. et d'inscrire progressivement le bâti à l'intérieur d'une préfiguration de la ville. Ici à Pornic, et je terminerai, eh bien, la ville de Pornic a obtenu le prix des entrées de ville sur l'idée qu'on pouvait rentrer par un jardin botanique. Et l'idée de ce jardin botanique nous rappelle aussi les liens de Pornic avec les territoires du Nord, où les bois du Nord arrivaient en France à travers cette petite ville de Pornic, mais tous les marins ramenaient dans leur bagage des palmiers de Chine. Et c'est vrai que lorsque l'on commence à gratter notre histoire, c'est cette histoire que finalement je propose à toutes ces villes de partir à la fois sur du culturel et puis de terminer sur une image de marque. Ici, avec Aude, nous avons mené au Grand Palais cet été une expérience formidable. Nous avons végétalisé le Grand Palais et nous avons reçu pendant 5 jours des milliers, 50 000 visiteurs dans ce Grand Palais qui, pour la première fois, était recouvert de plantes. Une seule expérience dans les années 30 avait concurrencé cette démarche. Et là, on a vécu avec Aude une émotion intense de voir qu'il n'y avait rien à acheter, rien à vendre, mais on était là dans cette émotion de regarder le végétal comme s'il nous arrivait d'une autre planète. Et avec Aude, nous continuons cette expérience puisque là, au Palais de Tokyo, très vite et très prochainement, au jour du printemps, c'est aussi très symbolique, eh bien, nous nous retrouverons pour continuer cette sensibilisation au végétal dans les villes. Je pense que c'est essentiel pour nos enfants, pour leur sécurité, pour la sécurité des quartiers et des ados, et pour simplement le bonheur et le bien-être. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions beaucoup, beaucoup. Thierry Huot, vous avez... allez, une petite dernière question quand même. La ville de demain osera-t-elle pour de vrai réimplanter ou ressemer son béton ? Oui, le béton se fracture très très bien. Il y a beaucoup d'expériences. D'abord, le béton se recycle très bien. Aujourd'hui, on le fait de plus en plus. On casse le béton, il est recyclé, il sert de sous-couche à plein de choses, y compris au drainage des plantes. Efficacité maximale. Encore un grand bravo à Thierry Huot.